Québec, une personne est considérée de petite taille quand elle mesure 4 pieds et 8 et moins à l'âge adulte. En général, la taille moyenne d'une personne de petite taille est d'environ 4 pieds. Les personnes de petite taille ne sont pas simplement plus petites. Les personnes, dès leur naissance, dès leur plus tendre enfance, vivent avec des limitations fonctionnelles, des handicaps. Le nanisme est causé par une centaine de maladies osseuses hormonales différentes. La plupart des cas, c'est des mutations génétiques spontanées lors de la conception. Tout le monde peut donner naissance à un enfant de petite taille. La majorité des parents sont de taille régulière. Il n'y a aucune incidence du nanisme dans la famille. Le type de nanisme le plus courant est la chondroplasie, comme moi, comme la majorité des personnes de petite taille. Donc, le corps est de grandeur régulière, c'est les bras et les jambes qui sont disproportionnés. Comme autre type de nanisme, il y a aussi l'hypochondroplasie, qui ressemble beaucoup à la chondroplasie, mais de taille plus grande en moyenne. Les différences physiques sont moins marquées et les complications sont moins sévères. Donc, bonjour, mon nom c'est Samuel. Dans le fond, moi je suis atteint d'hypochondroplasie. La dysplasie diastrophique, un type de nanisme disproportionné, est nettement plus sévère. Françoise Deschaines, ma sorte de nanisme, c'est la dysplasie diastrophique. Il y a beaucoup de déformations au niveau des membres. La taille moyenne est 4 pieds, comme un peu la chondroplasie, mais souvent, les personnes qui ont ce type de nanisme-là subissent énormément d'opérations durant toute leur enfance, même l'âge adulte, pour redresser les membres, pour corriger les déformations osseuses. Le type Meyer-Gorlin est un type de nanisme dans la famille des nanismes primordiales et ils sont proportionnés, souvent de taille plus menue et avec une moyenne de grandeur de 4 pieds 6 à 4 pieds 8 et 10. Mais le nanisme primordial est un type de nanisme très rare. Bonjour, je m'appelle Anne Kirali-Franca et j'ai le syndrome de Meyer-Gorlin. Les maladies qui causent le nanisme, les différents types de nanisme, amènent souvent plusieurs complications d'ordre médical, comme musculaire, squelettique, neurologique. Les personnes de petite taille doivent avoir un gros suivi médical, doivent probablement subir des opérations durant leur vie, peuvent avoir des problèmes d'apnée du sommeil, d'articulation, des douleurs, des problèmes d'usure prématurée des os. Il y a l'aspect médical. Tous les types de nanisme sont des maladies osseuses hormonales. Il y a l'aspect architectural, donc l'inaccessibilité des lieux, et l'aspect social, les préjugés, le regard, la discrimination, l'intimidation. Le handicap résulte de l'interaction entre les limitations d'une personne et l'environnement dans lequel elle évolue. Donc, une personne de taille classique qui évoluerait dans un monde adapté pour les personnes de petite taille se trouverait en situation de handicap. Dans un environnement accessible universellement, par exemple les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes accidentées, les personnes vivant en situation de handicap, ils vont pouvoir circuler librement et sans obstacle. L'inaccessibilité des lieux est souvent la première cause de discrimination sociale. Une discrimination qui est souvent due à l'inattention des constructeurs. C'est souvent une question de hauteur, de grandeur, de vision. Quand on pense aux tablettes, aux comptoirs, aux interrupteurs, aux miroirs, aux robinets, aux salles de bain. Donc, tout ça doit être pensé en fonction, pas juste des personnes de taille classique, mais des personnes de petite taille ou des personnes vivant en situation de handicap. Donc, ça m'est déjà arrivé quand les comptoirs étaient trop hauts ou qu'on ne me voyait pas, puis ça faisait 5 minutes que j'attendais, que je fasse comme ceci. Bonjour. Bonjour. Lorsque j'étais petit, puis j'allais à l'hôpital, il y avait des petits problèmes avec les urinoirs. Lorsque je voulais y aller, c'était toujours trop haute pour moi. Donc, ce que j'ai fait à un moment donné, il a fallu que je grimpe pour essayer d'aller à l'urinoir, étant donné que la toilette était occupée. Il y a aussi, lors de radiographie, la fameuse veste de plomb qu'ils nous mettent. Bien souvent, elle était trop grande pour moi ou trop lourde.
Donc ça causait des complications aussi. Bon, celui-là est pas si pire. Mais dans la plupart des cas, il faut que je prenne ma canne, que je fasse ça parce que c'est trop loin. Ça arrive très, très souvent dans les salles de bain. Ici, elle est quand même bien faite. Le miroir, on peut se voir, malgré qu'on soit un peu plus petit. Mais la plupart du temps, on ne peut pas se voir. C'est pas un drame, mais quand même. Autre petit détail, si c'est possible, quand c'est possible, parce que des fois, le comptoir est tout du long, mais si on peut mettre le fameux porte-savon qui est ici, moi, je peux l'atteindre, mais je suis quand même 4 pieds 6. Mais les gens qui sont un peu plus petits ne peuvent pas. Si c'est possible d'aller le porter plutôt à un bout du comptoir, que ce soit là ou que ce soit sur le côté. Ça, ce serait bien, comme ça les personnes un peu plus petites peuvent. Et une chose aussi, dans certains endroits, c'est rare, mais quand même, il y a une toilette et c'est une toilette d'handicapés et la plupart du temps, les toilettes d'handicapés sont un peu plus hautes. Pour une personne qui est plus petite, c'est vraiment pas chouette. Dans les salles de bain, très, très souvent, les crochets sont trop hauts. Donc, on ne peut pas mettre nos choses. Et comme je vous dis, dans des cliniques, dans des hôpitaux, c'est le fun de pouvoir avoir la possibilité de mettre ces choses sur un crochet. J'ai déjà vu aussi, mais ça c'est pour les cabines d'essayage, des crochets pour fermer la cabine d'essayage beaucoup trop haut. Alors là, on n'est pas capable de fermer sa cabine, c'est un peu embêtant aussi. À ne pas oublier également la hauteur et la profondeur des éviers et des accessoires comme le porte-savon et le porte-serviette. Au niveau du stationnement et des parcomètres, au moins 1% des places et au minimum une place pour un stationnement de 25 places ou plus doit être réservée. C'est trop peu compte tenu de la proportion de personnes vivant avec des limitations fonctionnelles et du vieillissement de la population. Selon un sondage récent, 33% vivent avec des limitations fonctionnelles. Lorsqu'un bâtiment possède plusieurs entrées accessibles, comme un hôpital, les places de stationnement réservées doivent être localisées et desservir toutes les entrées de l'édifice, même si le nombre de places réservées est dépassé. Prévoir un parcours sans obstacle entre le stationnement et l'entrée du bâtiment. Effectivement, il n'y a rien de pire qu'un trottoir qui fait barrière. Pour les parcomètres, les claviers ou les commandes doivent être à un maximum de 90 cm de hauteur et l'écran doit être un maximum de 1,3 m de hauteur. Une fois qu'on a tout ça, reste le problème de l'entretien des places en hiver, notamment avec la neige. Pour les portes d'entrée dans les cliniques, les hôpitaux, l'idéal est d'avoir des ouvertures de portes automatiques pour personnes handicapées, sinon faire attention à la lourdeur de la porte. Pour les escaliers, la hauteur de la main courante devrait être entre 86 et 96 cm. Sinon, on peut ajouter une deuxième main courante haute de 75 cm qui sera parfaite pour les enfants et les personnes de petite taille. Au niveau de l'ascenseur, les boutons de commande devraient se situer entre 90 cm et 1,10 m du sol. Idéalement, la hauteur des comptoirs devrait se situer entre 70 et 80 cm. Prévoir 30 cm de profondeur sous le comptoir pour une personne en fauteuil roulant. Attention également à ne pas mettre une tablette en avant qui pourrait créer un obstacle pour une personne de petite taille. Préférez une tablette sur le côté. Lorsque la prise d'un numéro est requise, faire attention à la hauteur de l'appareil. Bonjour madame, vous pouvez vous installer sur la table. Je vous laisse faire. Ça, ok. Tada! La montée de la fameuse table d'examen est souvent difficile. En plus, souvent, on est en jaquette et en petite culotte, donc ça se peut plus. C'est comme pas évident. Évidemment, on comprend que ce genre de table-là ne se descend pas. Il y a souvent un petit banc fourni, c'est bien. Ce qui serait idéal, par contre, c'est les fameux petits bancs avec un anneau, comme une anse, qu'on peut se prendre dessus. Ça aide un peu plus. Sans parler des étriers aussi. Les étriers pour les examens gynécologiques, la plupart du temps, ils sont réglables, mais
J'ai déjà eu, moi, des problèmes. C'était comme trop loin, comme trop écarté. Si on n'est plus tellement souple à cause de plusieurs opérations, c'est comme des fois assez difficile. Moi, je sais que je me débrouille souvent toute seule parce que la bienséance des médecins fait qu'ils sortent pendant qu'on se change et qu'on doit monter sur la table. Mais ça fait que souvent, je fais de l'acrobatie parce que je suis toute seule. Puis là, ils rentrent, êtes-vous prête, madame? Mais c'est comme pas évident, c'est pas super bien adapté. Et en passant, ne pas nous oublier à la fin pour descendre, c'est tout autant un problème. Aussi, idéalement, prévoir des tables d'examen réglables un peu comme les tables de physio et non fixes comme les tables pour les médecins. Du fait de la particularité de leurs bras, il peut être difficile de prendre la pression de certaines personnes de petite taille. Les bracelets d'adultes standards ne sont pas adaptés et les bracelets pédiatriques pour les enfants peuvent être trop petits car ils ne font pas le tour du bras. De plus, pour prendre la pression de façon idéale, on doit avoir le dos appuyé contre un support, comme une chaise, et avoir les pieds à plat touchant par terre. Or, du fait de leur petite taille, il est très rare que ces deux conditions soient réunies chez les personnes de petite taille. Une alternative pourrait être l'appareil de pression au poignet. Donc, il existe des solutions pour pallier au manque d'accessibilité dans les lieux. Tout le monde devrait être en mesure d'atteindre l'endroit où il veut aller. Un autre aspect de l'accessibilité universelle, c'est de permettre de développer l'autonomie, l'indépendance et l'estime de soi des personnes de petite taille ou même des personnes vivant en situation de handicap.